Au cours de l'année dernière, l'impression 3D multimatériaux est devenue plus abordable et accessible que jamais. Mais au-delà des gadgets et des démonstrations tape à l'œil, quel type d'objet fonctionnel et pratique cette technologie permet-elle réellement pour vous et moi? Eh bien, dans cette vidéo, nous allons examiner 21 applications intéressantes et utiles de l'impression 3D multimatériaux, des plus évidentes aux plus innovantes. En plus, je vais parsemer quelques astuces et techniques durement acquises pour réussir ce type d'impression à la maison. Allons-y! Avant de passer aux choses plus expérimentales et ésotériques, commençons la liste avec les idées immédiatement applicables. Chacun peut essayer cela dès aujourd'hui et constater rapidement des améliorations dans son travail ou ses projets. La première et la plus évidente d'entre elles est en fait une pratique standard dans les applications industrielles depuis des décennies, mais qui n'est devenue accessible aux consommateurs que récemment, comme nous. Je parle bien sûr des supports détachables, solubles ou rigides utilisant des matériaux incompatibles. Waouh, regardez-moi ça! Il existe des matériaux spécialement conçus pour se détacher ou se dissoudre à partir de la plupart des types de filaments courants. Vous pouvez aussi utiliser des matériaux incompatibles comme le PLA qui, honnêtement, adhère rarement bien à autre chose. Mais cette technique a bien d'autres applications et avantages. Par exemple, on peut utiliser des filaments rigides pour soutenir des impressions flexibles, des filaments moins chers pour soutenir les plus coûteux, ou des filaments à impression rapide pour soutenir ceux plus lents. Gagner du temps. Il existe de nombreuses raisons de mélanger des filaments pour les supports. Si vous débutez en impression 3D multimatériaux, je vous conseille de commencer ainsi. La deuxième application la plus évidente, du moins selon moi, c'est d'ajouter des surfaces antidérapantes à vos impressions 3D. Oui, il est possible de coller des patins en caoutchouc ou des pièces imprimées à vos impressions 3D. Mais je dirais que l'impression multimatériaux présente ici plusieurs avantages. Tout d'abord, combien de fois avez-vous vu des patins en caoutchouc se décoller d'un objet parce qu'ils ajoutent tellement de friction? Avec l'impression multimatériaux, vous avez la possibilité soit de faire fondre les matériaux ensemble s'ils sont compatibles, soit, et voici l'astuce secrète numéro 1, profitez de l'emboîtement mécanique pour assembler physiquement ces matériaux s'ils ne sont pas compatibles. De plus, l'impression multimatériaux vous permet d'ajouter des poignées à des géométries plus complexes ou à des zones moins accessibles où le collage serait tout simplement pénible. Maintenant, juste une remarque sur toute la partie adhérente. De manière générale, obtenir une vraie adhérence est assez difficile à réaliser. Sur une imprimante, 3D modélisation par dépôt de filaments fondus, la majorité des filaments flexibles adhèrent peu. Et ceux plus souples, offrant plus d'adhérence, sont très difficiles à imprimer sur une imprimante 3D classique. En fait, j'ai eu pas mal de chance avec ces TPU moussants, comme celui-ci de Fadus. Mais j'espère recevoir à temps des filaments très spéciaux, à forte adhérence, pour le prochain épisode de notre série populaire sur les filaments fonctionnels. Alors, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche si vous ne voulez pas manquer ça. Pour la troisième astuce, parlons d'une combinaison similaire de matériaux multiples, mais pour une raison totalement différente, améliorer l'ergonomie des pièces rigides ou abrasives. L'impression 3D est intéressante, mais les lignes de couche et la texture plastique des filaments sont souvent gênantes. Elles laissent à désirer sur la sensation en main. C'est encore plus vrai avec les composites renforcés de carbone ou de verre. Récemment, j'ai créé de nombreux modèles en plusieurs parties, pensant à l'ergonomie et au contact avec la peau. Ajouter une poignée en TPU pour plus de souplesse ou utiliser des matériaux certifiés sans danger pour la peau sur les parties en contact avec celle-ci. Maintenant, un autre conseil de pro ici pour obtenir exactement ce que vous voulez. Vous savez sans doute que peindre des surfaces dans votre slisser offre très peu, voire aucun contrôle sur la profondeur de la peinture. Et bien souvent, ce sera soit trop superficiel pour offrir un vrai écrasement, soit tellement profond que vous perdez toute la solidité et la rigidité de la pièce. Différentes méthodes existent pour lutter contre cela, comme ajouter des pièces de modification dans le slisser. Mais j'ai l'impression que le temps de les mettre à l'échelle et de les placer exactement comme vous le souhaitez. Il est plus rapide de simplement modifier les pièces dans une vraie suite de conception assistée par ordinateur. Maintenant, ma méthode préférée pour faire cela est en fait de couper la pièce en utilisant une face, puis d'importer les deux parties dans le slisser comme un seul assemblage.
Ainsi, c'est très clair et visible. Directement dans la liste des objets, on voit quelles parties seront imprimées dans quel matériau. Et on peut modifier ces paramètres pour chaque objet individuellement. Si par exemple, vous devez fortement ralentir pour un matériau spécifique. Une autre méthode consiste à créer un modificateur de forme personnalisé dans votre logiciel de conception assisté par ordinateur et à l'ajouter au slicer. Dans les deux cas, ça marche et cela m'amène à un autre excellent conseil. Quand il s'agit d'impression multimatériaux et de filaments flexibles, surtout les plus souples. Comme vous le savez sans doute, imprimer du TPU souple est déjà assez difficile sur une imprimante classique. Mais cela peut vite devenir pénible sur une configuration à changement d'outil en raison des rétractations, purges et changements fréquents. Évidemment, les conseils habituels comme des débits très faibles, desserrer le galet de l'extrudeur, réduire les rétractations, éliminer les frictions dans le chemin du filament, tout cela s'applique comme d'habitude. De plus, avec un changeur d'outil ou une imprimante multimatériaux, il faut bien surveiller la rétractation avant chaque changement d'outil. L'extrudeur rétracte fortement le filament avant de changer d'outil pour éviter les fuites pendant le stationnement. Ce va-et-vient va provoquer un bourrage après la première ou la deuxième couche. Il m'a fallu plusieurs jours pour le comprendre. Donc si vous appréciez ce conseil, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Maintenant que nous avons ces 4 astuces d'impression multimatériaux en poche, parlons du cas d'utilisation numéro 4, et il s'agit des joints intégrés. C'est un cas auquel je reviens sans cesse, pour les mêmes raisons qui me font apprécier les interfaces antidérapantes intégrées. Les joints et garnitures s'usent lors de l'insertion ou du retrait des pièces et peuvent souvent se déchirer ou se détacher. Grâce au verrouillage par poutre et à l'impression multimatériaux, ce problème est résolu. Nous avons ensuite le cas d'utilisation 5. Intégrer un rembourrage ou amortir les vibrations dans des impressions rigides. Pensez par exemple à ajouter un rembourrage souple à un bac Gridfinity ou à une coque robuste destinée à contenir un objectif d'appareil photo, un écran ou quelque chose de ce genre. C'est encore un de ces cas où, selon la géométrie, vous pourriez imprimer séparément et coller la pièce, mais où l'impression multimatériaux fera un bien meilleur travail. Par exemple, imaginez que la zone à rembourrer est une forme irrégulière. Ici, un rapide coup de pinceau dans le slicer sera bien plus rapide que modéliser 2 pièces, puis les coller. Le numéro 6 est similaire, mais avec une application spécifique différente. Si vous avez déjà imprimé vos propres chaussures en TPU, vous savez que, même si c'est excellent pour certaines zones, cela peut être vraiment inconfortable ou rigide dans d'autres. Voici l'idée de faire varier la dureté short ou l'élasticité dans une même impression avec un exemple. Vous pouvez imprimer des chaussures avec du Piba 90A pour la semelle, pour qu'elles soient résistantes tout en gardant du rebond. Du Piba 85A pour la partie supérieure, pour plus de flexibilité aux orteils. Un élastomère thermoplastique Chinchilla ultra doux, ou du Piba expansé dans la doublure, directement en contact avec la peau. On pourrait même intégrer un filament rigide dans la boîte à orteils pour imiter la protection des bottes à embout d'acier, via l'impression 3D multimatériaux. Nous pouvons facilement réaliser des tâches coûteuses et complexes dans la fabrication traditionnelle de chaussures, et cette méthode ne se limite pas aux chaussures. Je suis assez sûr qu'il existe de nombreux produits différents qui nécessitent des duretés ou des textures différentes selon les zones. Donc, des selles de vélo, des casques, tout accessoire à porter ou des produits résistants aux enfants. Et c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Donc j'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous quelles idées vous avez pour certaines de ces applications. Pour notre 7e exemple évident et immédiatement applicable, parlons des roues et pneus intégrés. Maintenant, je sais que nous avons tous vu cette démonstration impressionnante de la roue Prusso, mais honnêtement, cette idée a aussi beaucoup de sens en pratique. Monter un pneu sur une roue sans équipement spécialisé n'est vraiment pas amusant si vous avez déjà essayé. En travaillant avec une roue en plastique imprimée en 3D, il est aussi probable de casser le bord de la jante. Aussi, bonne chance pour une bonne étanchéité à l'air. Mais avec l'impression multimatériaux, ce problème disparaît. Évidemment, le pneu est imprimé directement sur la roue, ce qui vous évite la corvée de devoir l'étirer dessus. De plus, si vous utilisez le verrouillage par poutre, vous n'aurez jamais à vous soucier que le pneu glisse sur la jante. Même si ce n'est pas comme un pneu gonflé, vous devriez obtenir une étanchéité à l'air. On peut aussi utiliser des filaments flexibles pour les boutons pression, clips ou œillets qui cassent souvent avec des filaments rigides. Donc la majeure partie de la pièce pourrait être rigide. Mais seulement les boutons pression ou les clips imprimés en TPU, je pense que ça vaut probablement la peine d'être exploré. En voici une autre à laquelle je n'avais même pas pensé jusqu'à ce que j'accueille mon ami et collègue youtubeur, Justin de Pieces Printing.
Il m'a expliqué qu'en fabriquant des composants d'enceinte avec des tolérances inférieures au millimètre, il a constaté qu'il valait mieux les imprimer d'un seul coup que de les assembler à la main. Non seulement l'imprimante garantit que tout est aligné à un dixième de millimètre près, mais le fait de décoller des pièces délicates du plateau de fabrication, ou d'essayer d'étirer des joints en TPU sur des pièces rigides, peut souvent les déformer ou les tordre juste assez pour provoquer des vibrations ou des désalignements. Je suis certain que c'est un exemple où il est plus logique de laisser l'imprimante 3D assembler, même si ce sont techniquement des pièces séparées. C'est un peu comme imprimer un bateau dans une bouteille, si vous voulez. Très bien, nous arrivons maintenant à la fin de la section immédiatement applicable, mais je vais en partager encore un avant de changer de sujet, et ce sont les charnières souples qui permettent de créer un TPU indestructible avec un matériau rigide. Bien sûr, souvent une vraie charnière métallique sera plus solide, mais parfois une charnière souple est exactement ce qu'il vous faut. Peut-être que vous ne pouvez pas avoir de composants métalliques près de votre application à cause du magnétisme, ou peut-être que votre conception doit être incroyablement fine, ce qui rend une charnière normale beaucoup trop fragile. Ou peut-être avez-vous juste besoin de la flexibilité du jeu et de la tolérance aux abus qu'offre réellement une charnière souple. Avec l'impression 3D multimatériaux, vous avez cette option. Mec, j'aimerais pouvoir m'offrir une imprimante multimatériaux. Tu devrais juste prendre une Snapmaker U1. Une quoi? Qui? Quoi? Une Snapmaker U1. C'est un changeur d'outils à 4 têtes avec un volume de 270 mm3 qui se vend pour environ 849. Ouais mec, c'est vraiment bien. Regarde ces exemples d'impression. D'accord, mais est-ce qu'elle peut imprimer du TPU? Ouais, mec, les TPU fermes comme du 90A fonctionnent parfaitement bien. Avec l'alimentation normale du filament, tu peux même imprimer des matériaux plus souples en contournant simplement le tube Bowden. Et ils ont même rendu ça vraiment facile en permettant simplement de desserrer la vis de l'extrudeur. Je serais étonné que Snapmaker, célèbre pour ses machines 3 en 1, ne développe pas déjà des têtes d'outils interchangeables adaptées aux matériaux haute température et ultra souples. D'accord, mais c'est ouvert sur le dessus. Alors qu'en est-il des matériaux techniques? Il y a en fait une option de couvercle qui arrive très bientôt, mais honnêtement, tu peux simplement imprimer le tien. Ça fonctionnera très bien pour la plupart des filaments de qualité technique. En plus, ils utilisent des logiciels open source et te laissent utiliser le slicer que tu veux, donc ils ne vont pas te bloquer ou jouer à tous ces jeux comme certains de leurs concurrents plus fermés et propriétaires. C'est ça? Je suis dans une publicité là? Oui, but Snapmaker a sponsorisé cette vidéo, mais honnêtement, c'est une excellente imprimante 3D. Changeons de sujet. Abordons des cas d'utilisation plus intermédiaires et exploratoires. Des choses qui ont beaucoup de potentiel, mais qui vont demander du temps, de la pratique et des ajustements pour bien les réussir. Le premier exemple de ce type est l'idée de points flexibles à l'intérieur d'impressions rigides. Nous avons tous vu des exemples comme une pince rigide avec du TPU imbriqué pour la flexibilité, ou une colonne vertébrale avec ligaments et disques intervertébraux en TPU souple. Mais même si ces exemples sont sympas, j'ai laissé cela dans la catégorie exploration parce que je suis convaincu qu'il existe de nombreux autres cas d'utilisation fonctionnelle et pratique pour cette combinaison de matériaux. Un autre domaine que je pense être sous-exploré est l'idée du filament. Pour ceux qui ont manqué ma vidéo sur l'utilisation de plusieurs tailles de buse en une impression, je vais le répéter. Filament, c'est le mot que j'ai créé pour parler de l'usage de filaments bas de gamme ou recyclés comme remplissage en impression 3D. Mais je crois que cette idée a bien plus de potentiel. Après tout, c'est un fait connu que le remplissage apporte rarement une réelle solidité à une impression 3D. Il sert surtout à soutenir les surplombs internes. Donc, si on utilise déjà du filament plus abordable pour les supports détachables, pourquoi ne pas faire la même chose pour le remplissage? Nous avons évoqué l'ajout de parties adhérentes à une impression 3D, mais l'inverse pourrait aussi être utile. Pour des éléments comme le chemin du filament dans un système multimatériaux ou le boîtier d'un extrudeur, on veut idéalement minimiser la friction, non? J'ai eu beaucoup de succès en imprimant ces pièces avec le mélange PETG, polytétrafluoroéthylène de Fiberlogy. Mais le PETG n'est pas très performant en rigidité ou résistance à la chaleur. Pourquoi ne pas utiliser ce matériau à l'intérieur et l'enrober d'un filament plus rigide et résistant à la chaleur pour le reste de la pièce? Honnêtement, ce n'est qu'une idée parmi d'autres.
Imaginez un ensemble d'engrenages avec des dents en nylon autolubrifiante et une roue intérieure en PETCF pour sa légèreté, sa rigidité et sa résistance à l'usure sous contrainte. Honnêtement, cette idée pourrait fonctionner pour n'importe quel type de surface d'appui où l'on ne veut pas de friction. Comme toujours, je sais que l'un de vous écrira un commentaire brillant et je me demande alors, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Franchement, vous me bluffez toujours avec vos idées. Et enfin, pour notre dernière solution intermédiaire, avant de passer aux méthodes avancées, expérimentales et théoriques. Il s'agit des zones à haute résistance à la chaleur, donc en gros, créer des parties spécifiques d'une impression qui résistent mieux à la chaleur que d'autres. Alors, cela peut être pour réduire les coûts, car les polymères les plus performants comme le PIC, le PEC et le PEI sont vraiment chers. Ou pour gagner beaucoup de temps en imprimant le reste de la pièce avec un polymère beaucoup plus facile à utiliser et qui s'écoule plus rapidement. Imaginez une forme complexe et organique pour un conduit de ventilation, avec uniquement les zones proches du bloc chauffant imprimées dans ce matériau ultra haute température. À présent, sur ce point, nous sommes dans le grand bain. Les idées qui nécessitent beaucoup plus de tests, d'expérimentation, ou simplement des avancées dans la technologie elle-même pour réellement voir le jour, celles-ci sont actuellement plus théoriques que pratiques. Mais avec un peu de chance, j'espère que cette section suscitera des conversations intéressantes et même des expérimentations en vue d'une impression 3D meilleure, plus solide et plus fonctionnelle à l'avenir. Le premier de la liste est un vieil ami de la chaîne, Jacques. L'idée est d'utiliser des coques extérieures, car les filaments en fibre de carbone offrent peu de couleurs et sont parfois abrasifs. Pourtant, il existe de nombreuses raisons de les utiliser. Et si on imprimait les périmètres intérieurs d'un objet en filaments de fibre de carbone? Et les zones extérieures avec une variante plus esthétique et agréable au toucher de ce même filament? Malheureusement, j'ai dû garder cela dans la partie avancée de la vidéo pour deux raisons. D'abord, nos trancheurs ne permettent pas encore de choisir un extrudeur différent pour un seul périmètre. Il faudrait donc utiliser des modificateurs, ce qui doublera probablement les périmètres. De plus, je pense qu'il nous faudrait quelqu'un comme Stéphane pour faire quelques expérimentations et tests ici, car on risque tout simplement de sacrifier beaucoup de solidité, soit parce que les matériaux n'adhèrent pas bien ensemble, soit parce que votre dernière couche va inévitablement refroidir pendant que l'imprimante change d'outil. Maintenant, voici une autre idée folle en parlant de solidité qui m'est venue à l'esprit l'autre jour. Vous voyez ce que je veux dire? L'une des principales faiblesses de l'impression modélisation par dépôt de filaments fondus, c'est l'adhésion entre les couches. Il y a certaines géométries que vous n'imprimeriez jamais à la verticale, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez ce qui ne souffre pas de ces problèmes d'adhésion entre les couches, le TPU. Alors j'ai commencé à me demander, et si pour une pièce qui devait absolument être imprimée, dans cette version plus faible, nous avons ajouté un noyau TPU verrouillé pour plus de solidité? Cela rendrait-il vraiment la pièce plus solide, ou le PETG casserait-il tout autour? Pour essayer, j'ai donc réalisé une impression d'essai, qui est un cylindre de 20 mm de diamètre fabriqué en PETG. Je l'ai rempli d'un noyau creux en TPU de 10 mm de diamètre, activé l'entrelacement pour fusionner les couches, puis lancer l'impression. J'ai aussi imprimé le même cylindre sans noyau TPU pour comparer. Je crois qu'ils ont fini dans l'autre pièce. Allons tester les deux. Nous avons le PETG normal, rien à l'intérieur. Oui, ça s'est cassé très facilement avec un coup léger. Maintenant, nous avons le PETG avec juste le noyau TPU normal. Ça va être très intéressant. Quoi? Intéressant. Ça a tenu, il y a une fissure, mais ça a tenu. Et c'est encore. Comment? Alors, c'est cassé, mais ce n'est pas fichu. Je veux dire, c'est cassé, mais ça ne va pas casser parce que ça tient juste le coup. Maintenant, essayons le PETG avec le noyau TPU verrouillé par poutre. Il y a une petite fissure. Ouais, c'est fissuré, mais la fissure n'a pas traversé complètement. En fait, fais-le vraiment casser. Voilà, maintenant c'est cassé. Et celui-là, c'est vraiment cassé complètement. Waouh! L'emboîtement des poutres a fait que le TPU s'est carrément déchiré. Je ne m'y attendais pas. Intéressant. Je trouve cette idée vraiment intéressante, honnêtement. Et je pourrais tout à fait m'imaginer l'utiliser pour des objets qui doivent résister à beaucoup de contraintes, comme des petits jouets pour mes enfants. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, une idée qui est vraiment à la pointe de ce qui est possible, les circuits intégrés. Vous l'ignorez peut-être,
Mais il existe des filaments spéciaux étonnants. J'en parle justement dans une vidéo à venir très bientôt. Mais l'un des plus intéressants que j'ai jamais vu, ce sont les filaments conducteurs. Maintenant, je ne suis pas ingénieur électricien, loin de là, en fait. Je ne vois pas vraiment quelle application exigerait d'imprimer en 3D un circuit plutôt que d'utiliser simplement des fils de cuivre dans l'impression. Mais je suis absolument certain qu'elles existent. Je pense tout de suite à l'aspect sécurité. Imaginez que les surfaces internes du boîtier de votre appareil soient depuis reliées à la Terre, mais que l'extérieur ne soit pas conducteur. Comme la carrosserie d'une voiture servant de masse, on pourrait combiner des zones conductrices et de décharges électrostatiques. Cela a-t-il du sens? Je ne sais pas, je trouve que c'est une idée assez cool maintenant. À propos de voitures, j'ai une autre idée que je trouve vraiment astucieuse, sans me vanter. Vous voyez, les voitures ont des zones de déformation à l'avant qui sont conçues pour s'aider dans des conditions spécifiques pour la sécurité. Eh bien, et si on concevait une impression 3D utilisant plusieurs matériaux différents, chacun étant conçu pour s'aider à une température spécifique? Prenons par exemple un support pour boule extincteur automatique. Vous souhaitez que l'anneau extérieur et le support gardent l'objet droit, juste au-dessus du feu potentiel, au lieu de fondre et de se déformer d'un côté à cause de la chaleur normale d'une imprimante 3D en fonctionnement ou d'un séchoir à filaments. Cependant, si ces boules extinctrices ne touchent pas directement les flammes, elles risquent de ne pas s'activer. Alors imaginez si seule la partie supérieure du crochet était imprimée en PETG, qui ramollirait et laisserait tomber la boule dès que la température atteindrait 60 ou 70 degrés Celsius. Cette idée m'a vraiment captivé et j'ai commencé à réfléchir à toutes les situations où l'on pourrait vouloir qu'une partie d'une impression reste solide et rigide indéfiniment, tandis que d'autres fondent à une certaine température. Voici deux exemples. On pourrait intégrer un système d'alerte précoce dans le boîtier d'un appareil qui maintiendrait fermement un levier en place. Mais une seule articulation se déformerait si l'environnement devenait trop chaud, ce qui ferait plier le levier et fermerait un circuit. Ou que diriez-vous d'un boîtier ignifuge pour un circuit où les fils eux-mêmes sont écartés par des ressorts, mais ils sont maintenus ensemble par un matériau à basse température? Je sais que cela semble compliqué, mais j'essaie de dire que un tel dispositif couperait automatiquement la connexion électrique en cas de surchauffe, tout en maintenant le boîtier extérieur intact pour éviter court-circuit et incendie. Je trouve que c'est une excellente idée d'ajouter divers interrupteurs de sécurité thermique à nos projets en 3D. Mais j'aimerais beaucoup savoir dans les commentaires si cela vous inspire à faire quelque chose de vraiment cool avec. Et en fait, cette idée plus large, l'idée de concevoir des points de rupture qui réagissent différemment selon différents stimuli, est intéressante au-delà de la simple température. Par exemple, vous pouvez tirer parti du fait que divers plastiques réagissent différemment à certains produits chimiques ou solvants. Pour une impression multimatériaux qui s'assouplit sous un produit chimique, mais seulement à certains endroits. Donc cela pourrait être un autre type de dispositif de sécurité, ou simplement un point de rupture esthétique dans une pièce qui vous indiquerait quand toute la pièce a été exposée à un certain produit chimique, servant de signal d'alerte avant que le produit chimique ne cause une défaillance catastrophique de l'impression. Cela a-t-il du sens? Mais voici une autre extension de cette même idée. Vous savez comment des entreprises comme Prusa, fabriquant du filament à base de magnétite et de tungstène. Eh bien, ces filaments sont beaucoup plus chers, lourds et abrasifs que les filaments standards. Vous n'imprimeriez sans doute pas de grandes pièces avec ces filaments. Mais l'impression multimatériaux permet d'ajouter des zones réagissant différemment au magnétisme ou aux radiations, selon la quantité de matériaux dans chaque zone. En parlant de ces filaments chargés de métaux lourds, pourquoi ne pas les utiliser à certains endroits lors de l'impression pour déplacer volontairement l'équilibre ou le centre de gravité? Mettre du sable ou des copeaux de métal dans une impression 3D fonctionne bien sans besoin de précision, mais ces matériaux bougent à l'intérieur. En concevant délibérément pour un filament lourd d'une densité connue, vous pourriez théoriquement obtenir des répartitions de poids très précises, exactement là où vous le souhaitez. Pourquoi pas, on pourra peut-être enfin imprimer un benchy qui flotte vraiment. Voilà donc, 21 applications pratiques et concrètes pour vous permettre d'expérimenter la magie de l'impression 3D multimatériaux. Pour le dire franchement, jamais dans l'histoire il n'a été aussi facile de combiner différents polymères dans un même projet, aussi facilement et avec un contrôle aussi précis. J'espère vraiment que cette vidéo vous inspire et si c'est le cas, j'aimerais beaucoup le savoir. Dites-le moi dans les commentaires tel ci-dessous ou appuyez sur le bouton d'abonnement. Si vous jugez que je le mérite, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dans The Next Layer.